Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le magnat viticole le plus puissant de Saint-Émilion, un homme dont la fortune dépasse les 150 millions d'euros, vous proposait 10 millions d'euros pour reprendre votre petit domaine familial en faillite, alors que vous avez juré de préserver la mémoire de votre grand-père? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment un héritage de vigne cachait un secret capable de renverser un empire. Deuxièmement, pourquoi un amour d'enfance pouvait compromettre des alliances politique et commerciale à Bordeaux. Et troisièmement, le geste final qui prouvera que l'amour vrai peut triompher de l'argent. Restez jusqu'à la fin car le twist final, une révélation au sommet du clocher de Saint-Émilion, va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Clara avait 29 ans quand elle reprit à contre-cœur le petit domaine familial de la Rive. Perché sur une pente argilo-calcaire à portée du bourg de Saint-Émilion. Les vignes tenaient plus de mémoire que de récolte. Son grand-père avait laissé une cave en pierre, des notes manuscrites et une réputation locale. Elle vendait des caisses au marché du samedi, acceptait des dégustations improvisées et dormait dans une chambre sous la charpente où les arômes de raisins fermentés restaient collés aux poutres. Elle aimait son terroir plus que tout et chaque cep était une promesse. En face, au sommet d'une allée de platanes sur la route de Libourne, se trouvait le château Montbrenne, siège du groupe Montbrenne & Fils. Propriété du magnat Julien Montbrenne, 51 ans, la cinquantaine assumée d'un homme qui collectionnait les domaines comme d'autres collectionnent des œuvres d'art. Julien possédait des parts dans des crus classés, présidait des conseils d'administration à Paris et pilotait des acquisitions à l'international. Il portait un costume sur mesure quand il arpentait ses chais, mais c'est à cheval dans ses terres qu'il retrouvait son calme. Les journaux l'appellèrent le roi de Saint-Émilion. Les banquiers murmuraient son nom lors des ventes aux enchères. Ils avaient été voisins et amants adolescents avant que le destin et l'ambition ne les séparent. Clara était partie étudier l'œnologie, mais revenait toujours au domaine. Julien avait quitté la région pour étudier l'économie à Hocher et avait juré de revenir pour remettre de l'ordre. Le problème, une alliance Montbrenne-Valois menaçait de racheter chaque parcelle entre Saint-Émilion et Pomerol. Si Clara refusait de vendre, Montbrenne & Fils risquait une guerre foncière. Si elle acceptait, la mémoire familiale disparaîtrait. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Ce qu'il allait découvrir allait tout changer, mais ce que personne ne savait, c'est que Julien n'offrait pas seulement de l'argent. Sous son offre se cachait une promesse et une demande. Il voulait que Clara devienne l'égérie d'un projet viticole expérimental, une vitrine pour redorer son image auprès d'une clientèle internationale. Imaginez-vous à sa place, accepteriez-vous de vendre l'âme du domaine contre la sécurité financière et la promesse d'un avenir meilleur? Sentiez-vous la brise salée mêlée aux arômes de chêne dans l'air du matin, tandis que deux économies familiales pesaient sur une poignée de raisins? Leur première rencontre officielle eut lieu dans la cave de Montbrenne, un soir où la pluie battait les vitres comme des tambours. Julien arriva avec un dossier croisé, une montre ancienne au poignet et la même intensité qu'autrefois. Clara porta une robe simple, tachée de terre, les mains encore parfumées de sarments coupés. La pièce était chauffée par les barriques et l'odeur du pain, leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Il y eut un silence électrisant, un silence chargé de promesses non tenues et de mots supprimés. Julien posa son offre, 10 millions d'euros pour reprendre la Rive, avec un contrat conditionnel qui fixerait Clara comme directrice artistique du nouveau projet Montbrenne Héritage. Il lui expliqua, avec une éloquence froide de président, comment le vin devient marque et comment un petit domaine authentique pourrait servir de caution émotionnelle à ses acquisitions luxueuses. Son discours était un ballet de chiffres et de métaphores. Mais Clara sentit autre chose, la présence d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Le pouvoir dans son allure sentait le cuir et l'or. La tension entre eux n'était pas seulement intellectuelle. Dans un geste instinctif, Julien tendit la main pour effacer une tache de terre sur la manche de Clara. Leurs doigts se frôlèrent et le monde se réduisit aux pulsations dans leurs veines. Son parfum, une combinaison de tabac fin, de cuir et d'air de vigne, la ramena 30 ans en arrière. À votre avis, que devrait-elle faire ? Demanda soudain une voix intérieure. De plus en plus, les spectateurs de leur histoire imaginaient eux-mêmes à leur place. Commentez votre PDG français préféré. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que le dossier contient non seulement des promesses d'investissement, mais aussi une clause secrète. Si elle refusait dans un délai de 3 mois, Montbrenne & Fils déclencherait une procédure d'expropriation déguisée pour sécuriser les parcelles contiguës. Le lever de rideau de cette manœuvre mettrait en danger l'existence même du domaine. À cet instant précis, Clara sentit le sol vaciller sous ses pieds,
L'information Gap s'élargissait. Le moment de la tempête arriva plus vite que prévu. Un gel tardif ruina la récolte d'une parcelle clé de Montbrenne, menaçant d'enchaîner des créanciers et de faire baisser le cours du groupe. Le conseil exigea une solution immédiate. Julien, rusé mais touché par l'authenticité de Clara, lui proposa un marché, forger une collaboration temporaire où les équipes de Montbrenne aideraient à remettre la rive sur pied en échange d'un droit de préemption neutralisé pour 1 an. Ils furent forcés à la proximité, un bureau partagé dans les bureaux de Pierre, dégustation à la chandelle, réunion jusqu'à l'aube. C'est pendant ces longues nuits qu'ils se confièrent. Clara parla du grand-père qui lui avait enseigné la taille Guillot et l'art de sentir la terre. Elle raconta la nuit où la cave avait failli brûler et comment la communauté entière avait sauvé les barriques. Elle avoua sa peur, perdre la voie du domaine face aux logiques impitoyables du marché. Julien révéla ses propres cicatrices, un mariage raté, une mère qui avait vendu la maison familiale, et la pression d'un conseil d'administration qui ne considérait que le rendement et le prestige. Le chemin de fer des émotions s'ouvrait, vulnérabilité, confiance, envie. Ils marchèrent ensemble dans un vignoble après la récolte, la terre encore humide, la lumière crépusculaire peignant les feuilles d'or. Julien effleura la bouche de Clara. Ce fut un presque baiser chargé de promesses et de doutes. Leurs mains se cherchèrent, leur souffle se confondit. Imaginez-vous dans ce château de vignoble, avec le goût du raisin tombé sur la langue, la douceur d'un soir d'automne, il y avait dans l'air la possibilité d'une seconde chance. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances en amour? Mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire. Lors d'un dîner officiel au château, un journaliste économique publia un article révélant que Montbrenne & Fils planifiait des rachats agressifs ciblant les petits domaines pour répondre aux attentes d'investisseurs étrangers. Le dossier contenait des cartes, des évaluations et même des stratégies pour délégitimer des propriétaires locaux. Clara lut les pages tremblantes, la trahison semblait irréfutable. Les amis de son village murmurèrent vendeurs, traîtres, complices. À ce moment précis, la pression sociale menaçait de broyer leurs fragiles relations. Julien fut confronté en public à la question loyauté envers l'empire familial ou amour pour l'enfant du terroir. Le conseil l'attendait dans une salle aux boiseries dorées. La pression des actionnaires pesait comme une chape de plomb. Sa mère, une figure austère, lui souffla à l'oreille que tout était une question d'héritage. Préserver Montbrenne, c'était assurer la postérité de leur nom. Son frère, homme d'affaires impitoyable, voyait dans l'acquisition des terres un moyen de dominer le marché international. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car dans un élan que personne n'avait anticipé, Julien déposa devant le conseil un plan alternatif. Il renoncerait à la clause de préemption, céderait 10% de sa fortune personnelle pour créer un fonds de soutien aux petits domaines de la région et demanderait que Montbrenne & Fils adopte une charte éthique signée par tous les membres du conseil. Le silence tomba. Les actionnaires murmurèrent, choqués. Il avait choisi l'honneur et Clara. La confrontation finale entre Julien et Clara eut lieu au sommet du clocher de l'église de Saint-Émilion, la nuit où les lanternes éclairaient les murs en pierre. « Pourquoi » demanda Clara, la voix brisée mais fière. Il répondit en avouant ses fautes, les calculs qu'il avait rendus impitoyables, la peur d'être faible, et puis l'amour simple, maladroit, puissant, qui l'avait réveillé. Ils s'embrassèrent enfin, avec la pluie qui rendait leurs vêtements lourds, et la chaleur d'un élan qui transformait la responsabilité en promesse. Le goutte à goutte de pluie sur la pierre, le sel sur leurs lèvres, la confession, tout était vrai. Résolution finale CTA, 739 mines, 730, et maintenant la révélation finale que personne n'attendait. En vérité, la clause compromettante dans le dossier du journaliste n'était pas entièrement due à Julien, c'était une manœuvre initiée par son frère pour forcer la vente des parcelles les plus profitables. Julien, en renonçant publiquement, révéla les courriels incriminants où son frère planifiait l'opération. Le scandale éclata, les investisseurs reculèrent, et la réputation de Montbrenne vacilla. Mais paradoxalement, la transparence sauva l'entreprise. Julien réaligna sa stratégie sur l'éthique, la presse internationale loua son courage, et le fonds de soutien fut abondé par des dons inattendus venus de clients fidèles. Le petit domaine de Clara fut sauvé non seulement par l'argent, mais par une coalition d'amoureux du terroir, de voisins et d'un magnat repentant. Ils organisèrent une fête de vendange commune, où la musique rossignole mêlée au claquement des fourchettes célébra la Renaissance. Julien fit un geste audacieux, il acheta la maison voisine pour y faire un laboratoire d'innovation vinicole dédié aux jeunes œnologues et garda la rive indépendante, sous la garde de Clara. L'amour véritable triompha du pouvoir,
Voilà la vérité universelle. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? Commentez ci-dessous. À votre avis, que devrait-elle faire? Quel PDG français vous fascine le plus? Avez-vous vécu une situation similaire? Vérification finale. Checklist, un nombre total de mots. Estimation 1 c'est 115 mots. Minimum respecté = les 1600. Immédiate CTA dans les 3 premières secondes. Abonnez-vous maintenant. Présent. CTAs minimum 5. Ouverture. Abonnez-vous. Si vous aimez, commentez, dites-nous. Finale CTA, cœur rouge, thème spécifique respecté, Magnat viticole de Saint-Émilion sauve le petit domaine familial de son amour de jeunesse, centré sur Clara et Julien. Élément authentique de culture d'affaires française, mention de Saint-Émilion, conseil d'administration, actionnaire, FC, vendange, terroir, dégustation, plan de préemption, incluse. Fin avec forte séquence CTA, incluse. Merci d'avoir écouté cette histoire de pouvoir, de terre et d'amour. Si vous voulez que j'adapte ce script en version roman audio ou en mini-série, dites-moi dans les commentaires lequel des personnages vous voudriez voir développer, Clara l'artisane, Julien le magnat repentant, ou le frère antagoniste.